bonjour à tous. Il est polytechnicien, a commencé sa carrière d'économiste à l'INSEE avant de travailler notamment à l'OCDE, à la Banque de France et à la Caisse des dépôts et consignations. Depuis 2006, il est chef économiste de Natixis. Il est par ailleurs membre du Conseil d'analyse économique et administrateur du groupe Total. Bonjour Patrick. Bonjour. Au sein de la zone euro, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en janvier. Certains y voient la preuve que la menace déflationniste est réelle en Europe et ça met de nouveau la pression sur la Banque Centrale Européenne. Qu'attendez-vous de Mario Draghi qui tient sa conférence de presse mensuelle jeudi prochain? On est vraiment en déflation, pas en Allemagne, mais dans le reste de la zone euro. On y est déjà. Si on prend la bonne définition de la déflation, qui est l'inflation devient tellement faible que les taux d'intérêt ne peuvent plus suivre la baisse de l'inflation et donc on se retrouve avec des taux d'intérêt trop élevés. Regardez l'Espagne, il y a 0,3 d'inflation, on ne tient pratiquement plus rien, et un emprunteur à 10 ans va payer presque 4%. Et donc en termes réels, il va payer presque 4%, et c'est beaucoup trop. Donc on a toute une partie de la zone euro qui est vraiment dans une situation de déflation avec des taux d'intérêt réels trop élevés. La BCE ne peut pas y faire grand-chose parce que la seule solution, ce serait d'acheter massivement des dettes publiques des pays du Sud pour faire baisser les taux d'intérêt. Et c'est évidemment une solution. Ce qu'a fait la Réserve fédérale, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, et c'est la politique que la BCE justement ne veut pas faire ou ne peut pas faire, c'est-à-dire aller financer les États pour faire baisser leur coût de financement. L'autre solution, ce serait de s'accommoder de taux de directeurs négatifs. Oui, mais on a une marge de manœuvre très faible. Les taux directeurs négatifs, ça peut avoir des inconvénients. On ne sait pas du tout ce que ça ferait sur l'épargne à court terme. Donc on ne sait pas qui achèterait les émissions à court terme des entreprises ou des ménages. Et donc non, il reste, si on exclut des politiques d'achat massif de dette publique, il reste très peu de choses que la BCE puisse faire. On peut baisser les taux de 10 points de base, mais ce n'est pas ça qui va changer le scénario macroéconomique. Donc on a un véritable problème. Et comme l'inflation anticipée aussi est en train de baisser, les choses peuvent empirer, puisque s'il y a moins d'inflation anticipée, les salaires vont être fixés à des niveaux plus faibles, et l'année prochaine, il y aura encore moins d'inflation. Donc il y a un vrai risque. Mais nous n'avons plus d'instruments accessibles à la BCE pour répondre à ce risque. Alors la réponse idéale, c'est quoi? Moi je crois que la BCE devrait faire du quantitative easing, c'est-à-dire comme les autres, essayer de faire remonter l'inflation anticipée, faire baisser les taux d'intérêt nominaux, ça aiderait tout le monde à se désendetter, ça faciliterait l'investissement, mais à nouveau, comme ça consiste à acheter des quantités massives de dette publique, c'est quelque chose qui est politiquement, pas techniquement, mais qui est politiquement totalement irrecevable en ce moment en Europe. Ça suppose aussi d'afficher, comme l'a fait la Réserve fédérale, un objectif d'inflation plus élevé que celui d'aujourd'hui. Oui, l'autre point qui est choquant, c'est que la BCE prétend toujours que son objectif d'inflation est symétrique. C'est moins de 2%, mais près de 2%. Donc on va s'apercevoir que 0,7, c'est près de 2, ce qui est comme une nouveauté. Et en réalité, son objectif d'inflation n'est pas symétrique. C'est-à-dire que si on était à 3 d'inflation, il serait furieux et il serait très restrictif. En dessous de 1, ils font rien. D'un autre côté, les perspectives de croissance de la zone euro, si on croit les indicateurs, sont plutôt positives. Donc ils vont se réfugier derrière le fait que les PMI sont dans la zone d'expansion, en disant « attendez, c'est que transitoire et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes et l'inflation remontera l'année prochaine ». Donc, mais je pense qu'ils font une grosse erreur en laissant à nouveau des coûts de financement trop élevés, ce qui amplifie le problème de surendettement des États, des entreprises. Regardez, en Espagne et en Italie, les taux de défaut des ménages continuent à augmenter, les faillites d'entreprises continuent à augmenter, et ceci bien sûr est lié au fait que les taux d'intérêt sont trop élevés. Alors parlons plus spécifiquement de la France. 3 semaines après la conférence de presse de François Hollande, on a le sentiment que la petite séquence, j'allais dire euphorique, autour du pacte de responsabilité est en train de se calmer. Est-ce que c'est également votre sentiment? Est-ce que vous avez la crainte que tout ceci accouche finalement de pas grand-chose? De toute façon, on aura le CICE. Ça, c'est acquis depuis l'an dernier. Il y a quand même une réflexion pour savoir si le pacte de responsabilité est une amélioration ou pas du CICE. Et je crois que pour comprendre clairement les choses, il faut se dire qu'il y a 2 objectifs assez différents. Il y a un premier objectif qui est de créer des emplois pour les Français les moins qualifiés, puisque c'est là qu'il y a les chômeurs. Et cet objectif, on l'obtient si on baisse le coût du travail pour les Français les moins qualifiés. Ce que faisait le CICE, puisqu'on subventionnait tous les salaires à partir du SMIC. Or, le pacte de responsabilité, lui, baisse supprime les cotisations sociales familiales que ne payent pas les salariés les moins qualifiés, puisqu'elles ont déjà été supprimées. Et donc, en fait, le pacte de responsabilité, c'est quelque chose qui ne sert qu'à faire monter les marges des entreprises, mais qui n'aura pas d'effet positif sur l'emploi peu qualifié. Et je crois qu'il faut bien comprendre que ce sont 2 objectifs très différents. D'un côté, on a un problème de chômage des moins qualifiés, il faut le traiter en regardant le coût du travail, la formation, et d'un autre côté, on a un problème de marge de l'industrie,
qu'il faut traiter par la fiscalité, peut-être par une réforme de la façon dont on négocie les salaires, mais ce sont deux objectifs très différents. C'est pas en restaurant les marges de l'industrie qu'on va corriger le chômage de masse. On peut corriger le chômage de masse si on baisse le coût du travail pour les moins qualifiés. Donc en fait, il y a deux politiques différentes. Il faudrait peut-être avoir deux instruments et pas seulement le pacte de responsabilité. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut dorénavant mener une politique de l'offre en France. L'ennui, c'est que cette politique de l'offre, si elle est menée, produira ses effets dans quelques années. Or, l'économie française aujourd'hui a besoin de résultats rapides. Quel levier peut-on actionner pour avoir les effets les plus rapides possibles ? Je crois qu'il faut réfléchir à des politiques de l'offre qui, en même temps, n'affaiblissent pas la demande. Ce débat est assez suranné, je veux dire, entre les tenants de la politique de la demande et de la politique de l'offre. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que, en France, aujourd'hui, le problème, c'est plutôt l'offre. La production, depuis 15 ans, ne suit plus la demande. La production industrielle, en 15 ans, a baissé de 10%, pendant que la demande industrielle augmentait de 20%. Mais en même temps, si on fait des politiques de l'offre qui tuent la demande, on n'aura rien gagné. Symétriquement, si on fait des politiques de soutien de la demande qui tuent l'offre, donc il faudrait essayer d'imaginer des politiques de l'offre qui aient des effets positifs sur la demande. Il y a un certain consensus d'économistes pour dire que la baisse des impôts fait ce travail-là. Parce que et associer une baisse des dépenses publiques, je veux dire, parce que vous baissez les impôts sur les entreprises, et si vous l'associez à une baisse des dépenses publiques, ce que veut faire François Hollande, vous passez le message que les impôts vont être durablement plus bas, puisqu'il y aura aussi moins de dépenses. Et ceci peut relancer la demande. C'est ce qu'on a vu dans les années 90 dans plusieurs pays. L'idée que la baisse des dépenses va épargner les baisses d'impôts dans le futur et permettra même de baisser les impôts dans le futur avait relancé la consommation. C'est un cercle vertueux. Oui, donc je crois que c'est très important, comme l'a annoncé François Hollande, d'associer la baisse des impôts, des charges et une baisse des dépenses publiques. Cela étant, il va falloir maintenant être beaucoup plus précis sur, et ça commence comme négociation, sur quelles dépenses. Et l'autre bêtise à ne pas faire, c'est de baisser des dépenses publiques qui servent à la croissance. Quand vous voyez par exemple que dans les pays du sud de la zone euro, on a baissé les dépenses d'éducation, les dépenses de recherche, il faut vraiment pas faire ça. Donc il faut aller chercher dans les dépenses publiques les dépenses les moins utiles, les moins efficaces, et on sait qu'il y a de quoi faire dans les aides aux entreprises, dans les dépenses de transfert, mais il ne faut surtout pas toucher aux dépenses qui sont favorables à la croissance de long terme. Merci beaucoup Patrick Artus, à bientôt. Merci. Bonne journée.